TVT au cœur de l'information. Dans l'actualité ce samedi, le chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé, renouvelle sa compassion au peuple tchadien. Le président de la République a honoré de sa présence hier à N'Djamena, au Tchad, les obsèques nationales du maréchal président Idriss Déby Itno, décédé le 20 avril dernier. Plus de détails dans ce journal. Pour un meilleur rendement, le gouvernement table sur le dédoublement des classes. Les réflexions sont en cours à cet effet. Une action pour résoudre les problèmes d'insuffisance des salles de classe, surtout en cette période où le Covid-19 sévit. Et puis, les zones semi-arides du Togo seront bientôt restaurées. Le processus de formulation du projet de gestion durable des terres et écosystèmes des zones semi-arides est lancé. Des rencontres régionales sont organisées pour recueillir les avis des parties prenantes. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. La terre d'Amdiaras à l'est du Tchad s'est définitivement refermée sur le président Idriss Déby Itno. L'inhumation a eu lieu hier après-midi dans la stricte intimité familiale, tout à l'opposé de la cérémonie d'hommage qui s'est déroulée sur la place de la Nation N'Djamena en présence de plusieurs chefs d'État, dont le président de la République Faure Sozimna Gnassingbé, qui a tenu à exprimer sa compassion et celle du peuple togolais au peuple frère du Tchad. Joseph Amégan. Dès l'annonce du décès du président Idriss Déby Itno, le chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé, dans un message, a salué la mémoire de cet homme d'État dont l'engagement pour la paix au Tchad et la stabilité du Sahel fut constant. On comprend dès lors tout le sens du déplacement du chef de l'État togolais à N'Djamena, au Tchad, où il a assisté aux obsèques du président Idriss Déby Itno. À la place de la nation à N'Djamena, l'émotion était vive. Plusieurs chefs d'État et représentants des institutions internationales étaient présents à ces obsèques. Le président de la République, Faure Sozimna Gnassingbé, s'est recueilli devant la dépouille mortelle par un dépôt de gerbes. Un geste qui illustre la compassion et la solidarité du peuple togolais au peuple frère du Tchad. Idriss Déby Itno était le président du G5 Sahel. Il a également joué un rôle important dans la revitalisation de la CENSAD et du comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel. À son arrivée à N'Djamena, le chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé, a été accueilli à l'aéroport par des officiels tchadiens. Et voici à présent le programme des festivités du 27 avril 2021. Vendredi 23 avril 2021, 13h, prière musulmane à la grande mosquée de Lomé. Dimanche 25 avril 2021, 7h30, messe en l'église catholique de Beklikame. 9h, culte protestant en l'église évangélique presbytérienne de Lomé à Pégamé. Lundi 26 avril 2021, 18h, ranimation de la flamme de l'indépendance par son Excellence Monsieur le Président de la République. Mardi 27 avril 2021, 6h, 21 coups de salve. 8h, mise en place terminée. 8h15, arrivée de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. 8h20, arrivée de Madame le Premier ministre. 8h30, arrivée de son Excellence Monsieur le Président de la République. Revue des troupes, honneur militaire, saut parachutiste, défilé militaire. Bonne fête de l'indépendance dans le strict respect des mesures barrières. Et le Togo célèbre donc mardi prochain, 27 avril, le 101e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. La rédaction
de la télévision togolaise, la TVT, vous proposera une série de dossiers liés à l'engagement des plus hautes autorités togolaises à construire un pays moderne et pérenniser la paix. Ce soir, nous posons nos regards dans le secteur éducatif avec l'engagement du gouvernement de dédoubler les classes d'ici à 2025. Pierre Soussoukou. Africains francophones qui se préoccupent plus de la race. Il n'y a pas de meilleur viatique que l'éducation et la formation de qualité. Le gouvernement Dogbe le reconnaît. Il veut capitaliser sur les acquis des dernières politiques dans le secteur. L'engagement est orienté vers la résolution des problèmes d'insuffisance de salles de classe. Le programme du chef de l'État d'appui aux populations vulnérables a déjà posé des pas significatifs dans le domaine. Le dédoublement des salles de classe se traduit dans les faits, comme c'est le cas dans cette école centrale du canton de Sadori. Avec l'appui, n'est-ce pas, du PAPV, j'entends par là, programme d'appui aux populations vulnérables, aujourd'hui, le PP Sadori est devenu une école attractive, en ce sens que nous avons de jolis bâtiments, nous avons les bâtiments équipés de bancs, et ceci dit, la population scolaire, je veux dire l'effectif de mon école, de 2015 en ce jour, a accru de plus de 400. Aujourd'hui, le PP Sadori est dédoublé en 2. Dans bon nombre de localités, des chantiers de construction des bâtiments scolaires ont été lancés. Certains en cours, d'autres achevés. À Kossi, ce directeur de l'école primaire publique de Pagala-Carrière a du mal à retenir son émotion vis-à-vis de ce qu'il constate. Les enfants ne seront plus comme ça, gênés par les pluies, les vents. Et donc, je trouve qu'on peut même travailler, même l'électricité. Les enfants pourront apprendre même après les heures de classe. C'est pourquoi je trouve vraiment la venue de ce bâtiment très satisfaisant. Beaucoup d'établissements ont aussi fait peau neuve pour justement offrir aux apprenants et enseignants de meilleurs cadres d'études. Et les effets sont mesurables. Il y a d'abord la réhabilitation du bloc pédagogique. Il y a construction d'un forage et de latrines. Il y a aussi un bloc pédagogique en construction de 4 salles. Ça nous permettra d'avoir des effectifs raisonnables par salle. Au lieu de 100, donc on aura dédoublé des salles. Et le lycée de Pagoda, c'est aussi un centre d'écrit. Ça nous permet, dans un premier temps, ça permet premièrement à l'enseignant de se sentir à l'aise parce que nous n'avons pas de problème. Quand il pleut, nous n'avons pas de problème. Nous sommes en sécurité. Et là, nous donnons les cours dans de bonnes conditions, ce qui permet aux élèves d'être attentifs aux cours et d'avoir une bonne réussite à la fin de l'année. Mais le gouvernement veut aller loin dans sa politique de l'éducation. Lors de sa dernière sortie médiatique, le ministre délégué auprès du ministre de l'enseignement primaire et secondaire annonce. Pour l'enseignement technique, il est prévu de ne plus dépasser 35 à 40 élèves par classe d'ici 2025. Et ensuite, il faut offrir une formation de qualité qui répond actuellement aux besoins des sociétés, aux besoins des populations. Nous offrons des sortants du système aux sociétés, aux entreprises. Et nous avons constaté, beaucoup se plaignent, qu'il n'y a pas d'adéquation entre la formation donnée et l'emploi qui les attend. Nous avons également constaté que les centres ne sont pas répartis comme cela se doit sur l'étendue du territoire. Et les filières que nous offrons également, il va falloir réfléchir là-dessus pour offrir d'autres curricula, d'autres formations aux populations selon les besoins du pays et les besoins de chaque localité. Plus de 20 000 nouvelles salles de classe, des collèges et universitaires régionaux d'enseignement supérieur, ainsi que des structures d'apprentissage et de formation pratique et professionnelle à travers le pays sont prévus. Le comité régional d'approbation et ANADEB région centrale sont en visite de terrain. Plusieurs localités dans la région bénéficient des infrastructures socio-communautaires, ouvrages et services qui ont changé le vécu quotidien des populations.
La délégation a fait donc le déplacement des sites pour échanger avec les bénéficiaires sur les micro-projets réalisés. Désiré Aloy. Dans la région centrale, beaucoup d'infrastructures socio-communautaires ont été réalisées, d'autres en gestation. Œuvre du gouvernement togolais dans l'objectif d'assurer aux populations à la base un minimum vital commun et lancer les localités sur la voie de leur développement. La matérialisation de ces infrastructures intervient après la validation des projets par le comité régional d'approbation, CORA. Ici à Colina, dans Tchaoudjo 3 par exemple, la priorité était un jardin d'enfants, aujourd'hui concrétisé. Une visite de terrain du CORA pour recueillir l'avis des bénéficiaires. À Colina ici, nous avons demandé un jardin et le CORA est venu nous visiter et nous sommes contents de la construction du jardin. Maintenant, là, nos enfants sont en sécurité dans ce bâtiment. On remercie le gouvernement. L'ouvrage est construit dans le cadre du projet FSB, Filets sociaux et services de base, piloté par ANADEB, qui a mis aussi à la disposition de la communauté de Doucidé un forage photovoltaïque. C'est vraiment pour nous un grand plaisir d'avoir ces forages qui non seulement nous donne de l'eau satisfaisante, mais aussi ça a changé le quotidien des femmes, surtout les enfants. Nous disons vraiment merci le gouvernement pour ces projets. Même satisfaction observée à Aléhéridé, où les bénéficiaires voient leur centre communautaire et un forage en finition. L'eau, c'est la vie. C'est une chance, c'est une grande chance. À ce niveau, dans l'endroit-là, il y avait pénurie d'eau. Dieu merci, nous avons eu le forage. Dans 2 mois, si vous arrivez ici, vous allez voir de jolis bâtiments. Pour ce centre, ça va nous permettre de se réunir ici pour des échanges d'idées, des réunions pour le développement de notre communauté. Le projet touche aussi les hangars de marché et les unités de soins périphériques. La stratégie d'intervention se repose sur l'approche de développement conduite par les communautés. Sur les 34 micro-projets approuvés par le comité dans la région centrale, 27 sont réalisés à ce jour. On a eu à remarquer à tous les niveaux une bonne pertinence de ces projets-là qui répondent vraiment à des besoins clés, des besoins qui proviennent de la base. Effectivement, la mise en œuvre de ces projets, il y a eu des renforcements des capacités qui ont été faits sur différents modules, différents thèmes liés à la gestion communautaire des projets. Et à certains niveaux, nous avons remarqué que c'est des nouveautés au niveau des communautés. Donc il faudra continuer, poursuivre en faisant des suivis, des recyclages pour mettre toujours à niveau ces communautés-là. D'abord, nous allons adresser notre remerciement au ministère du Développement à la base et demander à nos communautés de prendre soin des acquis et de pérenniser vraiment les œuvres. Le gouvernement togolais est soutenu dans ce vaste projet, incluant les transferts monétaires par la Banque mondiale. La gestion durable des terres, une solution que préconise le gouvernement pour améliorer les rendements agricoles. Le Togo a de ce part initié le processus de formulation du projet de gestion durable des terres et des écosystèmes des zones semi-arides. Restaurer des terres dégradées et opter pour une meilleure protection de la biodiversité, c'est l'objectif de ce projet. Des rencontres sont donc prévues à ce propos, celle de la région de la Kara avec Nestor Moussou. Apporter l'information aux concernés, c'est ce qui justifie cette rencontre régionale de Kara. Elle porte sur la formulation du projet Gestion durable des terres et écosystèmes des zones semi-arides du Togo. Et dans la formulation du projet, il est prévu la prise en compte des suggestions et propositions des parties prenantes. Le projet est structuré en 4 composantes. La première composante concernera le renforcement des capacités institutionnelles pour la gestion durable des terres. La seconde composante concernera la gestion durable des terres. Comment nous allons faire pour améliorer la productivité de nos terres. La troisième composante concernera la biodiversité. Comment nous allons gérer durablement notre biodiversité afin que cela ne puisse pas disparaître. Et la dernière composante, c'est les acquis. Comment nous allons sauvegarder les expériences et la mise à échelle.
Les populations togolaises vivent des exploitations agricoles et un regard sur ces exploitations donne l'image des zones très affectées par la dégradation. La dégradation des terres, selon les chiffres des spécialistes, affecte près de 5% du territoire. Cette dégradation des terres, lorsqu'elle affecte la couverture végétale qui joue sur le système climatique, les pluies deviennent rares ou lorsqu'elles viennent, il y a des poches de sécheresse. Donc, globalement, sur la condition de vie même des populations, cette dégradation des terres a un effet assez poussé. Le domaine du foncier est un domaine sensible parce que il affecte les populations qui sont déjà précarisées par la pauvreté. Donc, il est important de pouvoir consulter le plus largement possible les populations pour que leurs préoccupations puissent refléter dans le projet. Et c'est la phase dans laquelle nous sommes. Une fois les phases de consultation des parties prenantes terminées, les travaux de terrain vont se poursuivre. Les consultants iront voir les communautés dans leur écosystème pour déterminer les problèmes qu'ils rencontrent par rapport aux activités qu'ils mènent et qui affectent la terre. Sur cette base, ils vont définir ensemble avec les communautés les bonnes pratiques agricoles et les bonnes pratiques de gestion durable des terres et des forêts. Pratiques qui seront prises en compte dans le document du projet qui va être soumis au Fonds mondial pour l'environnement pour le financement. Et en ce qui concerne les filières volailles, maïs, riz et tomates, eh bien, des équipes du MIFA et partenaires s'activent pour leur réorganisation. Une activité qui se situe dans le contexte d'une mission d'information sur toute l'étendue du territoire. Objectif, recueillir des informations pour finaliser les plans de développement de ces filières. Elia Agbagna-Daou. Les filières volailles, maïs, riz et tomates seront bientôt mieux structurées et bien développées. Des équipes du mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage de risques MIFA, du projet d'appui au MIFA et de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO vont jusqu'au 23 avril faire un travail de fond sur le terrain pour donner un nouveau visage à ces filières sur l'ensemble du territoire. Il s'agit pour la mission de collecter des informations complémentaires pour finaliser les plans de développement des filières volailles, maïs, riz et tomates. Pour ce faire, les agents des trois structures auront non seulement échangé avec les acteurs des dites filières afin de les informer sur le processus de profilage des chaînes de valeur. À terme, ces plans contribueront à la réalisation des politiques, programmes et projets de développement dans le secteur agricole ainsi qu'à la gestion des ressources naturelles de manière efficace et durable. Ce partenariat entre le MIFA, le PROMIFA et la FAO s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route quinquennale du gouvernement. Une feuille de route qui vise l'amélioration de la productivité et des rendements agricoles dans ces 4 filières. Elle permettra également le renforcement des industries de transformation agroalimentaire, l'accès des agriculteurs au financement et au marché. Santé et cette maladie non négligeable, la fièvre charbonneuse, une maladie infectieuse aiguë qui s'observe le plus souvent chez les animaux herbivores, mais très rare chez l'homme. Et comme le dit un adage, prévenir vaut mieux que guérir. Des dispositions sont donc prises au Togo pour lutter contre cette bactérie. En savoir plus avec Nestor Mouzou. C'est la localité de Kemirida, dans la commune Bina 1, qui a été retenue pour le coup d'envoi de la 7e campagne de vaccination contre la fièvre charbonneuse. Depuis plusieurs années, les régions Savane et Kara sont confrontées à cette zoonose. La fièvre charbonneuse, encore appelée charbon bactéridien, s'attaque aux animaux à sang chaud. L'homme peut contracter cette maladie soit en consommant la viande des bêtes contaminées, soit en la manipulant. Dès l'apparition de la maladie, le Togo a pris des dispositions pour vacciner les animaux dans les zones touchées. Cette campagne de vaccination s'inscrit dans la priorité du gouvernement de développer le secteur de l'élevage. Développer le secteur de l'élevage, c'est d'appuyer sur tous les leviers afin de pouvoir remédier aux différentes contraintes pour pouvoir relancer le secteur. L'une de ces contraintes, c'est les maladies. Et au niveau des ruminants, il y a le charbon bactéridien qui est une zoonose qui cause un lot tribut tant bien sur la vie humaine que sur la vie animale. C'est pour cela que le gouvernement a décidé depuis 7 ans de faire une campagne de prévention de cette maladie sur le plan national
pour pouvoir l'éradiquer à l'horizon 2025. Ayant eu l'information de l'organisation de cette campagne de vaccination, certains n'ont pas voulu rater l'occasion du premier jour. On nous a informé qu'il y a une maladie qui est arrivée, qu'on appelle le charbon bactérien, qui tue les animaux, même les hommes aussi. C'est pour cela qu'on a fait amener nos bêtes pour qu'on les vaccine. On remercie le chef de l'État pour l'effort qu'il déploie pour qu'il n'y ait pas de maladie dans notre pays, le Togo. C'est nos chefs qui nous ont signalé de venir. Il y a vaccination des bêtes à cause des maladies. On est heureux de ceux qui ont pris cette initiative de soigner nos bêtes. La campagne sera menée sur plusieurs mois jusqu'à la fin de la saison des pluies. Le Togo veut aller au-delà de 80% de la couverture vaccinale pour cette nouvelle campagne. Les chefs traditionnels ont été conviés à servir de relais pour donner l'information dans leur localité afin que les attentes soient comblées. Et pour assurer un meilleur échange commercial, un marché à bétail régional a été implanté à Agnier. Ce marché peut accueillir 1 millier de bœufs par mois. L'inauguration a été faite récemment par les promoteurs. Sylvia Rabdou. Un marché à bétail pour assurer une meilleure commercialisation des animaux, notamment des ovins, des caprins et des bovins. Plus de 1000 bœufs vont être chaque mois acheminés dans ce marché moderne d'Agnier, un marché régional pour les éleveurs, commerçants et pasteurs nomades. Construit sur une superficie de 800 mètres carrés, cette infrastructure marchande présente des particularités. C'est un marché régional parce que c'est le marché de la région des plateaux. Même, je peux dire même de la région centrale, une partie aussi vient ici. Donc c'est un grand marché qui par mois a au moins près de 1000 bœufs d'entrée. Et les commerçants viennent de partout, du Nigeria, du Bénin, du Ghana, et tous ils viennent s'approvisionner ici. Ce marché à bétail constitue un maillon essentiel dans la gestion de la mobilité des animaux et dans l'économie nationale. Un marché qui aura des retombées économiques pour la commune Année 1, bénéficiaire de cette infrastructure marchande. Avec cette structure métallique sécurisée, nous allons pouvoir attirer plus de bétail du Nigeria, du Ghana, du Bénin, du Sahel, et que les recettes vont monter en puissance pour que l'économie de la commune se porte bien. En accompagnant la mise en place d'infrastructures telles que le marché à bétail, Atifolaye veut aider les collectivités, notamment les mairies, et puis les acteurs de ces filières-là à tirer meilleur profit de leur activité. Ce carrefour commercial va donc servir de cadre de rencontre entre éleveurs et vendeurs qui désormais ont trouvé un meilleur débouché pour mener à bien leur affaire. Cette infrastructure est construite dans le contexte du projet d'appui à la mobilité du bétail pour un meilleur accès aux ressources et au marché en Afrique de l'Ouest. Un marché pour assurer une gestion de la transhumance, mais aussi faciliter l'assainissement des échanges. Ça rentre dans les priorités de l'État pour la gestion apaisée de la mobilité des animaux. Cette inauguration amène encore les autorités à se réjouir de la gestion apaisée de la mobilité des animaux et aussi de la gestion des épizooties. La réalisation de l'ouvrage a reçu l'appui de l'Union européenne et de l'Agence française de développement AFD. À travers cet appui, l'UE compte accompagner les communautés à mieux relever le défi pour une activité agropastorale de qualité. Ça fait partie d'une stratégie à plus long terme et je voudrais saluer surtout aussi l'excellente coopération et l'engagement des autorités locales et du gouvernement togolais pour la réalisation de ces travaux. Le directeur de l'élevage a promis apporter l'appui du gouvernement à travers la mise en place des dispositifs techniques et sécuritaires pour la bonne gestion des animaux. Ces initiatives vont permettre au Togo de répondre à certains besoins en vue de réduire la dépendance en produits carnés. Ce qui fait également l'actualité au Togo, c'est la campagne vaccinale contre le Covid-19, un problème de santé publique qui ne laisse personne indifférent. Elle se poursuit, cette campagne vaccinale, au plus grand bonheur des populations. Aimé Alpha, Yasmine Koudia. Ce matin, cet expatrié et son ami Franck se sont fait enrôler, puis ils ont reçu leur première dose de vaccin contre le coronavirus.
L'opération vaccinale se déroule sur le terrain d'Agaza. J'ai pris ma dose, je n'ai rien senti. Quand bien même on dit qu'il y a des effets secondaires, j'ai fait venir mon ami pour aussi emboîter le pas. Il vient d'être injecté et lui-même, il dit qu'il ne sent rien. Ce qui est important, il faut suivre les médias, il ne faut pas suivre les réseaux sociaux. Moi, ce qui m'a motivé à le faire, la manière dont la maladie prend de l'ampleur, je voulais me protéger. Le corps médical réparti en 3 équipes rassure ici tous ceux qui sont là pour se faire administrer le vaccin AstraZeneca sur ce site. De lundi jusqu'à présent, il y a de l'engouement. Ils viennent. Dès que vous arrivez, il y a une équipe d'enregistrement qui vous reçoit d'abord. On vous enrôle. À travers l'enrôlement, vous recevez un code sur votre portable. Et c'est ce code-là qui vous confirme que vraiment vous êtes vacciné contre le Covid-19. C'est après l'enrôlement qu'on fait la vaccination. Et après la vaccination, la personne attend 15 minutes d'abord pour voir s'il y aura certains effets secondaires qui vont se manifester. Et au bout des 15 minutes, la personne peut partir. Au cas où quelqu'un n'aura pas un numéro de téléphone, il demande seulement dans sa maison, celui qui a un numéro de téléphone, la personne lui copie le numéro là sur un bout de papier et nous amène et le tour est joué. La majorité de la population d'Agbenivete-Odokos s'est prêtée à l'exercice. Viviane avait la peur au ventre, mais aujourd'hui, elle se fait compter parmi les vaccinés. Au départ, j'avais peur à cause des dires, mais aujourd'hui, je suis rassurée. Je suis venue avec mes frères pour se faire vacciner et pour le moment, je n'ai rien senti. Je réalise que ce vaccin est comme tout autre vaccin. J'invite donc mon entourage à venir se faire vacciner. Cette campagne vaccinale de masse se déroule sur toute l'étendue du territoire dans les stades de football. Le Togo a de nouveau réceptionné des doses de vaccin Sinovac. Le lot couvrira 100 000 Togolais à raison de 2 doses par personne. Cette campagne vaccinale ne se limite pas qu'au Grand Lomé. Les populations de la région centrale ont eux aussi bénéficié de des vaccins contre le Covid-19. Un tour à Sokodé pour constater l'effectivité de cette opération. Désiré Aloy. La stratégie vaccinale contre Covid-19 au Togo avance. Sur les sites de convergence pour cette 3e phase d'inoculation du vaccin, il y a toujours de l'affluence. À Sokodé, la polyclinique est choisie pour accueillir les populations. Et nous sommes là ensemble pour prendre le vaccin contre cette maladie. Et je demande à toute la population de Sokodé de venir ensemble. Nous allons combattre cette maladie en prenant le vaccin. Je suis en train d'attendre. Quand les autres vont passer, mon tour va aller. Je vais aussi me vacciner. C'est bien qu'on prévienne tout. Je suis fière. Quand les gens viennent pour se faire vacciner, ils viennent avec soit une carte d'électeur ou bien une carte d'identité. Après avoir composé étoile 844, il y a les critères que nous suivons jusqu'à aboutir à un code où nous attribuons maintenant à la personne. Et c'est avec ce code maintenant, après avoir vacciné, il vient et on essaie de vérifier avec le smartphone. On introduit encore ce code et il y a des critères que nous suivons jusqu'à l'enregistrement. L'un après l'autre, ils prennent leur dose pour se protéger du virus virulent. Oui, je viens de prendre ma première dose de vaccination contre la Covid. Je suis très fier de me faire vacciner. C'est très important ça. Cette pandémie, c'est vrai, elle existe et j'invite tous les citoyens togolais à le faire comme nous venons de le faire aujourd'hui. J'ai accepté de venir le faire parce que en le faisant, moi-même je me protège et je protège aussi tous ceux qui vont m'approcher. Je suis fière de le faire, j'invite aussi la population à venir se faire vacciner. 2e jour de vaccination à Sokodé et visiblement les populations adhèrent. La vaccination est une arme très efficace contre la pandémie. Il faut que nous en profitions sérieusement. La communauté de Sokodé, contrairement à ce qu'on avait cru, s'est mobilisée sérieusement. Cette stratégie vaccinale, couplée du respect des mesures barrières, permet de rompre avec le virus et faire entorse à la pandémie. Et justement, voici la situation de la pandémie
au nouveau coronavirus au Togo à ce jour, samedi 24 avril 2021. La situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 12 787, 45 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 10 699, 85 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 1967 et le nombre de décès est de 121 et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Jeunes et adolescents se forment en technique de plaidoyer sur la domestication et la mise en œuvre des politiques continentales pour l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive. Une initiative de l'ATBF, l'Association togolaise pour le bien-être familial, qui veut partager l'expertise de l'Union africaine et d'autres experts avec cette cible. Arlette Lerempo, Yasmine Kodia. Comment faire les plaidoyers pour s'approcher facilement des organisations internationales et des gouvernants? Le sujet est au cœur de cette rencontre semi-virtuelle de plus de 80 jeunes du mouvement d'action des jeunes et de la société civile. Ce cadre d'échange de renforcement de capacité des jeunes sur les politiques de l'Afrique va les amener à s'engager davantage pour un environnement propice au respect de leurs droits. Nous sommes là pour suivre la formation sur comment faire les plaidoyers, qu'on puisse améliorer les conditions des jeunes, surtout de la jeune fille, de pouvoir faire la promotion des droits en santé sexuelle de la reproduction. Une initiative de l'Association togolaise pour le bien-être familial ATBEF avec l'appui technique du Centre régional de la Fédération internationale pour la planification familiale, IPPF, à l'Union africaine. Il est question de les entretenir sur la santé sexuelle et reproductive, sur l'exploitation du dividende reproductif et la corrélation qui existe entre ces deux questions au cœur du développement du continent africain. Nous allons suivre de manière virtuelle un certain nombre de présentations faites par l'IPPF depuis Addis Abeba. Ces présentations vont porter sur le cadre panafricain de régulation de la santé sexuelle et reproductive. On va également parler de la feuille de route de l'Union africaine pour l'exploitation de dividendes démographiques à travers l'investissement dans les jeunes et les former et tout ce que le gouvernement togolais fait aujourd'hui en vue de faire en sorte que les jeunes puissent remplir leur potentialité. La TBF a une branche jeune qui est nommée Mouvement d'action des jeunes, qui milite aussi en faveur de la santé sexuelle et reproductive. C'est un travail continu que nous faisons avec ces jeunes, avec l'appui également des projets que nous mettons en œuvre et qui visent également le renforcement de capacités de ces jeunes. Les échanges ont porté aussi sur l'utilisation de la plateforme numérique, sur le plaidoyer pour permettre aux jeunes de participer à un mouvement panafricain et être capables de diriger les priorités de plaidoyer dans leur pays. Finale de la deuxième édition du championnat culinaire sur la gastronomie togolaise. Les candidats sélectionnés vont faire montre de leur savoir-faire en la matière, une initiative qui s'inscrit dans la droite ligne des actions du gouvernement dans la promotion et la valorisation des produits locaux. Akinatu Aruna, Isaka Aruna avec à la voix Yata Aratem. Merci. Valoriser les produits du terroir et faire la promotion du patrimoine culinaire du Togo. Voilà entre autres objectifs de l'Union des acteurs de la gastronomie togolaise. L'UAGT lance ici la finale de la deuxième édition du championnat national de la cuisine et de la gastronomie. Les candidats auront un panier dans lequel seraient disposés les ingrédients et les épices typiquement togolais, que chacun d'une manière libre choisira des ingrédients pour sortir le plat qu'il a envie de soumettre aux membres du jury. Les résultats seront donnés. Suivi de la cérémonie de reconnaissance des anciens chefs togolais. Aujourd'hui, la plupart des jeunes qui sont dans les restaurants et hôtels ont été formés par ces anciens chefs-là. Et c'est pour cela que l'association UAGT a décidé de leur rendre hommage.
Au total, 21 candidats venus de toutes les régions du pays vont à la conquête des différentes récompenses mises en jeu. La représentante du ministre de la Culture et du Tourisme a salué cette initiative et a rassuré de l'accompagnement de son département pour sa réussite. Voici une fois encore le programme des festivités du 27 avril 2021. Vendredi 23 avril 2021, 13h, prière musulmane à la grande mosquée de Lomé. Dimanche 25 avril 2021, 7h30, messe en l'église catholique de Beklikame. 9h, culte protestant à l'église évangélique presbytérienne de Lomé à Pégame. Lundi 26 avril 2021, 18h, réanimation de la flamme de l'indépendance par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mardi 27 avril 2021, 6h, 21 coups de salve. 8h, mise en place terminée. 8h15, arrivée de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. 8h20, arrivée de Madame le Premier ministre. 8h30, arrivée de son Excellence Monsieur le Président de la République. Revue des troupes, honneur militaire, saut parachutiste, défilé militaire. Bonne fête de l'indépendance dans le strict respect des mesures barrières. Fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'édition de 22h30 sera présentée par Abidé Niassingbe. Je vous souhaite une très belle soirée, bon week-end et à très prochainement.